nous avons pour cette matinée du vendredi 21 novembre 4 séances. Pour ce qui concerne la troisième séance, nous avons 4 intervenants. Donc, le premier intervenant, c'est Cheikh Hamadi Benjabala, directeur du département des lettres, académicien, philosophe. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Philosophe. Bon, à vous de connaître Cheikh Hamadi. C'est très difficile d'être philosophe. C'est même impossible. Alors, mon intervention s'intitule Ibn Rushd, principe constitutif, idéalité. Comment, aujourd'hui, parler d'un auteur qui, au-delà de la misère de son histoire personnelle, continue à nous interpeller sur notre propre misère? Une persistance qui donne à penser à une nation qui, sans lui en plus, dans ses difficultés quotidiennes, s'encroute chaque jour davantage dans ses pensées nocturnes. Ses antariettes, toujours reprises, et rend la solution de plus en plus lointaine, sinon impossible. Signe d'actualité toujours renaissante de l'appel d'Ibn Rushd ou d'un refus encore persistant de l'écouter. Ibn Rushd est-il, par un coup de génie, lui donnant la force de sauter par-dessus son ombre, notre contemporain? Nous, encore au Moyen-Âge. Nonobstant quelques apparences qu'un certain malin génie aurait soigneusement fomenté pour nous abuser cruellement. À cette interrogation d'ordre épistémologique se trouve intimement liée une autre de nature plutôt existentielle, qui, à première vue, semble donner la mesure, à qui sait la prendre, du hiatus qui sépare le message de son destinataire. Le remède, devenu plus amer que le mal, comme dirait Tite-Live, s'est-il avéré impossible? Sommes-nous, de fait, mais à notre insu, exclus de l'histoire, étant incapables d'appartenir même à celle d'Ibn Rushd, un peu comme les dormants d'Éphèse qui ne survivent que grâce à la miséricorde divine. Comme un individu, une culture a l'âge de ses idées, à la fois l'âge de son esprit, de ses concepts constitutifs, à travers lesquels elle appréhende le monde, et celui de ses idéalités régulatrices, de ce en vue de quoi elle entreprend d'appréhender le monde, de le saisir dans les filets de son intelligence. Entendons l'âge de ses intérêts les plus élevés, celui des finalités les plus hautes qu'elle s'assigne à elle-même. Dans l'esprit des lois, Montesquieu, il s'agit moins, dans l'esprit des lois de Montesquieu, il s'agit moins des lois positives que de l'esprit dont procède l'acte législateur. C'est son principe constitutif qui sève nourrissante, circulant au fondement de chaque loi particulière, ne se laisse pourtant réduire à aucune. En ce sens, il est permis de distinguer la science positive et la rationalité scientifique qui la sous-tend et la possibilise. Pour un cartésien, la loi de la gravitation universelle est scientifique, puisqu'on en a la loi mathématique, mais elle n'est pas rationnelle, car elle n'explique pas comment un corps inerte peut agir à distance à travers le vide sur un autre corps non moins inerte. Comment? Comme s'il y avait entre eux un courrier magique ou une intimité mystique.
L'idéalité régulatrice roule, elle, sur autre chose, sur une autre opposition qu'elle instaure entre le réel effectivement donné et l'idéal implicitement pensé, entre le quid factice et le quid juris. Elle oriente la pensée actuelle vers ce qui la transcende, à la limite vers l'absolu. Pour un vrai poète, le meilleur de ses poèmes est celui qu'il n'a pas encore écrit. Une visée, un point de fuite infiniment recherché. Feu Mahmoud al-Messadi en parlait en termes de Ghaya tutlabu fala tudraku. Mutatis mutandis, Ibn Rushd est encore parmi nous, non pas sa science positive désormais dépassée. Il ne faut pas discuter la science d'Ibn Rushd. Elle est dépassée. Toute la science d'Ibn Rushd est dépassée. Mais par son esprit scientifique, toujours actuel. Non par sa raison constituée, mais par sa raison constituante. En effet, il importe peu que quelques propositions de philosophie pure concernant l'objet soient vraies ou fausses. Il est plus important qu'elles soient, comme dirait Kant, conçues selon la bonne méthode. En ce sens, la présence d'Ibn Rushd parmi nous se mesure moins à l'aune de son fiqh, désormais caduc. C'est sa science et son fiqh. Tout est caduc. Mais elle se mesure moins à celle de sa jurisprudence, en grande partie révolue, qu'à celle de son principe régulateur. Le principe régulateur du fiqh d'Ibn Rushd, c'est tashawwuf al-shari'i ila al-hurriya. Bon, je ne veux pas quand même. Force nous est donc de reconnaître, n'en déplaise aux chasseurs de précurseurs, que la science d'Averroès est, à n'en pas douter, une science morte. Une science morte et enterrée depuis longtemps, passant par là, par ce qu'il y était formé, les Galilée, les Kepler, les Descartes et surtout le Newton, n'ont laissé derrière eux que des ruines. Le cosmos clos de l'Antiquité grecque et du Moyen-Âge, gréco-arabo-européen, a laissé sa place à l'univers infini des modernes, comme dirait Alexandre Couéré. La perfection du mouvement uniforme et circulaire, propre à la cristallerie céleste, cède le pas au mouvement uniformément accéléré sur une trajectoire elliptique érigée ou constatée depuis Kepler. Donc vous voyez, rien n'est resté de la science d'Ibn Rushd. Ibn Rushd et non seulement Ibn Rushd, mais aussi Aristote. Autrement dit, toute la science qui s'est formée depuis l'Égypte antique, la Mésopotamie, la Grèce et Bagdad a pris fin avec les Galilées, etc. De la cinématique à la géométrie, à la cosmologie, le chemin ne fut pas long à parcourir. La science moderne s'appuya sur le plan incliné de Galilée, descendant du ciel étoilé sur la terre ferme, fait sauter les barrières, les différences qualitatives que la science gréco-arabe européenne a dressées entre le haut et le bas, entre le monde sublunaire et le monde supralunaire, et en conséquence entre physique. Pour la première fois de son histoire, l'humanité a compris que la pesanteur dont nous ressentons l'effet sur nos muscles en soulevant un poids est, en dernière analyse, identique à la gravitation universelle comme une vis centripéta, fait tourner les planètes autour de la Terre. Il n'y a aucune, dans le sens moderne, aucune différence entre le fait que je soulève quelque chose et je sens dans mes muscles une certaine force que je puisse, ou de comprendre, c'est la même loi qui fait tourner les astres autour de la Terre. À juste raison et sans métaphore, le savant moderne peut s'en enorgueillir d'avoir eu des pensées que personne n'a jamais eues et d'avoir vu des choses que personne n'a jamais vues. C'est une citation de Galilée et vous la trouvez dans la Bible et vous la trouvez chez le Bukhari.
Donc, c'est la même citation. رأيت ما لا عين رأت ولا خطر بذهن بشر. Et vous le trouvez chez Cheikh al-Kabir ou chez le Ghazali, إلى آخره. Donc, le relief lunaire, etc., je ne veux pas quand même m'étaler sur les découvertes scientifiques qui ont rendu caduque la science de Galilée, de Ibn Rushd. Et que Ibn Rushd ne vit pas par sa science, mais par son rationalisme. Et il y a une très grande la science et le rationalisme. Une pensée peut être rationnelle sans être scientifique. Alors, bon, là, je vais parler plutôt وقفني نخش اكثر من 20 دقيقه نتاعي با بلوس. بكل حال mon texte est écrit, ça sera publié. Je vais parler plutôt d'autre chose, pas de la science, mais des humanités, je dirais. La position d'Ibn Rushd dans le fiqh et par rapport en politique. Mais vous voyez que c'est pourquoi il est rationaliste. Alors, égard à la visée générale, à la finalité suprême de la pensée d'Ibn Rushd. En cela, Ibn Rushd n'est plus aristotélicien. Chez l'auteur de l'éthique à Nicomaque, attendons Aristote, la finalité de l'exercice de la raison est, en dernière instance, le bonheur, individuel ou collectif, ou la félicité du sage. Chez Ibn Rushd, la finalité de l'exercice de la raison n'est plus le bonheur, on peut vivre malheureux. La finalité de l'exercice de la raison est, somme toute, la liberté de l'homme. Et entre le bonheur et la liberté, la différence est énorme. La liberté peut vous rendre certainement très malheureux, mais elle assure votre dignité humaine. Alors que le bonheur, ça peut, d'ailleurs les ignorants, je n'ai jamais oublié ce que disait le Mutanabbi, donc la différence qui va séparer définitivement la pensée grecque de celle d'Averroès et qui va faire qu'Averroès est un moderne et même un contemporain, c'est cette défense rationnelle de la liberté. Que la finalité de l'existence humaine n'est pas le bonheur, mais la liberté. C'est pourquoi une nouvelle alliance s'établit alors entre le philosophique et le politique. L'un et l'autre étant, théoriquement au moins, au service d'un même idéal, puisque aussi Ibn Rushd attend-il beaucoup du politique, au moins une bonne gouvernance, entendons par là celle qui assure à la cité un maximum de liberté, condition de toute prospérité attendue. C'est pourquoi encore l'intervention des philosophes dans la théologie a pour fonction de fonder en droit les conditions de possibilité de la liberté humaine. Ce qui est demandé aux théologiens, à la pensée théologique, ce n'est pas de savoir les intentions divines, al-maqasid al-ilahiyya. Personne n'est capable de parler de al-maqasid al-ilahiyya. Personne. Al-maqasid al-ilahiyya, seul Dieu le connaît, seul Dieu le sait. Mais ce que je sais, c'est que les conditions de possibilité de la liberté humaine, qui est aussi la condition de possibilité d'accéder à Dieu, d'accéder à la connaissance de Dieu, au savoir de Dieu. Vous savez, Kant, dans la philosophie du religion, il se possible. Dieu a-t-il créé l'homme? Il y a une raison. Pourquoi? L'Iblis avant l'illusion énorme. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Pourquoi l'être plutôt que le néant? Pour quelle raison? Et Leibniz trouve que c'est parce que Dieu a trouvé bon qu'il y ait de l'être plutôt que rien. C'est Dieu qui a fait. Pour Descartes, pour Kant, pourquoi Dieu a créé l'homme et par conséquent le monde?
Dieu a créé l'homme, la réponse immédiate pour la liberté, pour témoigner de la liberté, à la fois de la liberté de l'homme et de la liberté de Dieu. On ne peut jamais demander à Dieu pourquoi vous avez fait ça. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Parce qu'il n'y aurait pas, il n'y aurait pas de réponse possible. Tout à l'heure avec حميدة سيدي حميدة نتحدثوا معناها على واحد عمل un poème اسمه La Rose. Pourquoi La Rose, dit-il, un poème, et sans pourquoi. Vous ne pouvez jamais trouver une raison pour laquelle la rose est belle. Elle ne se fait pas belle, elle ne devient pas belle pour plaire aux autres. Elle ne se fait pas belle, elle ne devient pas belle pour plaire à elle-même. Elle est belle et c'est tout. Elle est sans raison. Et la seule chose au monde, et on peut en discuter par la suite, qui n'a pas de raison, c'est la liberté humaine et la liberté divine en conséquence. Et c'est en cela que Dieu ressemble à l'homme, ou que Dieu a créé l'homme à son image. Ce n'est pas au niveau de la science, jamais. Vous savez, Galilée nous donne un exemple facile. Quelle est la différence entre ma connaissance du carré ou du rectangle et la connaissance de Dieu de cette même chose? Est-ce que Dieu sait beaucoup plus que moi la nature du carré ou la nature du cercle? Ou nous avons deux sciences égales. Nous savons la même chose également. Alors, quelle est la différence donc entre la science de Dieu et la science de l'homme? La différence est que la science divine est éternelle. C'est parce que Dieu a créé le triangle, les vérités mathématiques, qu'il en a une saisie immédiate. Alors que pour l'homme, sa saisie est relative. Il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il ait un diplôme, etc. Autrement dit, c'est la différence entre l'éternité et l'histoire. Pour Dieu, il y a l'éternité. Pour nous, les hommes, il y a l'histoire. Mais dans les deux cas, au fond, à la fin de l'histoire, nous allons nous rencontrer. Souvenez-vous de Hayy ibn Yaqdan, Ibsel qui rencontre et il trouve que Ibsel, qui a vécu tout un drame, il trouve qu'il sait la même chose que Ibsel qui est venu de la cité et qui a absorbé toutes les régions du monde, et que l'équivalence, c'est la même chose. De là, peut-on être vraiment dans le besoin d'avoir des prophètes? Ça, c'est autre chose. Donc là, un autre problème que je vais immédiatement choisir, c'est celui de la femme. Je dirais le seul, Rabbi, corrigez-moi si je me trompe, le seul penseur dans la civilisation humaine jusqu'à, je dirais, Descartes. C'est Descartes, mais qui a défendu la thèse que l'homme et la femme peuvent être absolument égaux, en tout et pour tout. Et là, il rejette complètement la thèse d'Aristote, il rejette complètement la thèse de Platon. Je vous assure que les positions de Platon et d'Aristote et de Ibn Khaldoun et de Al-Ghazali sont des positions tout ce qu'il y a de plus irrationnel lorsqu'il s'agit du problème de la femme et de l'égalité de l'homme et de la femme. Un exemple mathématique. Quel serait le nombre de citoyens dans une cité? Vous prenez une cité-État, une ville-État, Daoula, au sens قديم. Platon répond et il défend 5042 citoyens. 5042. Ibn Rushd rigole, vraiment. Ibn Rushd n'a pas été attentif à ce que dit Platon, parce que Platon dit 5042 citoyens, c'est-à-dire pas d'esclaves, on ne compte pas les esclaves, on ne compte pas les enfants, on ne compte pas les femmes. Ça va.
Donc 5042, vous pouvez les multiplier par 100, vous pouvez les multiplier par 1000, vous pouvez les multiplier par 100. Mais 5000, alors pourquoi 5042? Ceux qui sont exercés un peu à la mathématique, vous savez que 5042, vous pouvez le faire, c'est factoriel 7. Vous pouvez multiplier 7 fois 2, 7 fois bah, 5042. Et pourquoi 7? Ça vient des Babyloniens et des 7 planètes, les 7 divinités. Vous voyez comment le sort de l'humanité rompt avec toute cette tradition. Dans un livre d'ailleurs peu connu, qui a été traduit par un collègue, un académicien maghrébin, Maghreb, voilà, qui s'appelle Al-Dharouri fi Siyasa, où l'unique fois où Ibn Rushd se réfère à Platon plutôt qu'à Aristote. Il discute Platon et il rejette toute l'adhésion de Platon. Et c'est l'un des rares, vraiment, qui dit que une femme peut être à la fois juge, guerrière, tous les métiers de l'homme, que l'homme, le mâle, je dirais, exerce, elles peuvent être exercées également par la femme. C'est pourquoi je dis que Ibn Rushd, lorsque je dis rationnel, non seulement au niveau de la science de son temps, sa science est caduque, ça je le dis. Maintenant, au niveau de la politique, je vais dire une seule chose. Qui résume tout, vraiment tout. Il dit ceci. Le président, le roi, tout ce que vous voulez, le politique, le roi, qui gouverne, celui qui gouverne un peuple d'esclaves est l'esclave de ses esclaves. Celui qui gouverne un peuple libre, il est le chef de l'humanité libre. Il continue, le premier et le plus malheureux des hommes. Un dictateur, il est le plus malheureux des hommes de l'humanité. Il ne sera jamais heureux. Alors que celui qui gouverne un peuple libre, c'est pourquoi, si vous voulez être libre, ne cherchez jamais à gouverner un peuple d'esclaves. Cherchez plutôt autre chose. Donc là, c'est vraiment la conclusion au niveau de la femme. Troisième chose, vous savez que Heidegger vraiment en a brodé, que la philosophie est grecque. Un long chapitre où il montre que c'est vrai que la philosophie a vu le jour chez les Grecs, ce qui est faux d'ailleurs, mais ça ne fait rien, mais tous les peuples sont à même d'être philosophes. Et les philosophes peuvent être femmes et hommes. Donc, vous voyez comment, enfin, je ne peux pas aller plus loin. Donc, vous voyez comment, lorsqu'il s'agit de définir, c'est là peut-être le problème qu'il faut saisir. Je donne un exemple pour vous faire comprendre. Le scientifique et le rationnel. Le scientifique, c'est ce qui est, si vous voulez, vérifié par les faits. Alors que le rationnel peut ne pas l'être. Alors, si on est deux, nous attendons un troisième collègue qui n'arrive pas. Et on se demande pourquoi il tarde. On peut avoir beaucoup de réponses. Sa voiture est tombée en panne, etc. Une réponse. Mais ce sont toutes des réponses rationnelles. Mais si vous dites qu'il y a un djinn qui l'a surpris, alors là, vous sortez du rationnel. Mais lorsque vous dites sa voiture est tombée en panne, c'est rationnel, mais ce n'est pas nécessairement la raison. Peut-être qu'il a oublié, c'est tout. Il a raison, nous pouvons la découvrir en vérifiant avec les faits. Vérité, adéquation, intellectum ad rem. يعني مطابقة الأشياء يقول ابن رشد مطابقة ما في الأعيان لما في الأذهان. intellectum ad rem. يعني adéquation intellectum ad rem. مطابقة ما في الأذهان للأعيان. ماخذوا عليه. Donc, mais ça fait rien, c'est pas grave. Donc, lorsque je dis quand même qu'il y a un rationalisme, si Ibn Rushd continue à
c'est parce que ce que l'on refuse, donc que sa science est caduque. Ce n'est pas, c'est son rationalisme. Deux, ce n'est pas seulement ce rationalisme, ce qui implique ce rationalisme, que le fondement de l'existence humaine, la finalité suprême de la raison humaine est la liberté. Refuser rationalité et liberté, c'est refuser Ibn Rushd. Faire appel à Ibn Rushd, c'est trouver un soutien. Oui, bien sûr. Il y a mieux. Moi, je crois que Kant est beaucoup plus loin, est allé beaucoup plus loin. Mais, en tout cas, notre problème d'Ibn Rushd, c'est notre rapport à la liberté en tant qu'essence de l'homme et à la rationalité en tant que possibilité de se rapporter au monde d'une manière qui a beaucoup de chances d'être vraiment scientifique. Et je vous remercie. Merci, professeur Hamadi Benjabal. Là, je suis sûr que nous aurons un tas de questions par la suite pour cette excellente conférence. Sans plus tarder, on a commencé un peu tard. Je vais passer directement à la seconde conférence. Malheureusement, Madame Expiración Garcia m'a envoyé son texte hier soir. Elle ne peut pas venir et non plus, elle ne peut pas non plus intervenir par vidéoconférence et me demande de lire son texte. Vous allez être patient parce que, en fait, le texte est assez compliqué. C'est les phytonymes communs chez Ben Jazal al-Qayraweni et Abul Khair al-Ishbili. Je vais essayer de présenter, de lire son exposé en passant des vidéos. C'est des lois. Non, là-bas, parce qu'il y a la vidéo. Vous allez être patient parce qu'elle a écrit un tas de noms, non pas en arabe, mais je serais peut-être incapable. Vous allez me pardonner si je prononce mal. Voilà, on va mettre ça et après je vais passer au fur et à mesure. Le texte, je le lirai en espagnol. Ceux qui ont la traduction, s'il vous plaît, pour qu'il soit plus compréhensible. Alors, en primer lugar, quiero dar mis más cálidas y sinceras felicitaciones a la señora Rajesh Bahri por este homenaje que se le dedica como merecido reconocimiento a su amplia y destacada labor académica e investigadora, al que me uno con gran afecto. Igualmente, quiero agradecer a los miembros del comité organizador del coloquio el haberme invitado a participar en él. Lamento mucho no poder hacerlo personalmente como me habría gustado, ni tampoco audiovisualmente, dadas una serie de circunstancias que me lo impiden esos días. Para mí constituye un gran honor que la profesora Yassin Bahri se haya ofrecido generosa y amablemente a ver la presentación de esta comunicación y muchas gracias. Como el título indica claramente, he llevado a cabo un análisis comparativo entre los fitónimos recogidos en el Kitab Umdat al-Tabib fi Ma'rifat al-Nabat li kull labib. Et lo siento mucho, je le regrette parce qu'il faudrait être très patient dans la lecture des noms de livres qu'elle a écrits d'une manière un peu particulière. Como Umda del autor andalusí Abu Khair Ishbili, siglos XI-XII, a nombre de una de sus fuentes destacadas, el médico y farmacobónico Ahmed ibn Abi Khalid ibn al-Jazar al-Qayrawani. Antes de iniciar el análisis de estos fitónimos, vamos a hacer un breve recorrido por el inicio de las ciencias de la naturaleza en el andaluz, campo científico en el que quedan englobadas las obras de ambos autores. Las escuelas científicas del andaluz y Qayrawán, material y método. En los índices, la edición y traducción de Umdat, el nombre de Ibn Jazar es recogido en 31 ocasiones, citando a Abul Khair expresamente dos obras de ese autor, una vez el Kitab
Samarin, Samarin en 3, Kitab al-I'timad, son los fitónimos. Igualmente son varias las especies vegetales, en total unas 7, de las que el autor, el Umdat al-Tabib, recoge las denominaciones por las que eran conocidas en Efriquía. Tras esta inicial compilación de los términos aplicados a tales especies o fitónimos, se ha llevado a cabo un proceso comparativo textual como la fuente original referenciada, proceso que suele tener poco éxito en la mayoría de las ocasiones por las muy diversas circunstancias que inciden en la correcta transmisión de los originales, hecho de todos conocido desgraciadamente. En definitiva, se ha cotejado el texto atribuido en el Umda a Ibn al-Jazar con la descripción de dicha especie vegetal cuando es recogido en el I'timad, comparándola finalmente con varias obras recopilatorias de igual temáticas, especialmente con el Kitab al-Ghami de Ibn al-Baytar, sin excluir otras. Algunos ejemplos de fitónimos compartidos. Como resultado del análisis comparativo entre ambas fuentes principales, se han podido destacar una serie de cuestiones que podrían trasladarse a otras obras, es decir, que no serían primativas las dos estudiadas, sino que pueden igualmente afectar a otros géneros científicos. El siglo XI, dentro del panorama general de la ciencia andalusí, es el siglo en el que la agronomía botánica y farmacología alcanzan su máximo esplendor, potenciado por una serie de circunstancias sociopolíticas y económicas, entre otras. En este siglo se configura la denominada Escuela Agronómica Andalusí, formada por una serie de estudiosos, más bien podríamos denominarlos naturalistas, entre ellos Ibn al-Khair Ishbili, que recibían enseñanzas diversas centrándose en agronomía, botánica y medicina. Este autor, miembro destacado de ese círculo de intelectuales y científicos, compuso un Kitab al-Filaha, aunque su obra de mayor interés, la citada Umdat al-Tabib, es fundamentalmente de carácter botánico, aportando una rica información sobre temas diversos, farmacología, medicina, dialectología, entre otros, además de agronomía. Esta escuela, establecida en Sevilla, capital de la Taifa Abedí, se había ido gestando en el anterior siglo, en el X, en la Córdoba califal, en torno a la conocida revisión de la traducción árabe efectuada en Bagdad, un siglo antes, a partir del original griego de la materia médica de Dioscórides. En este ambiente surgen también destacados médicos y farmacólogos, Ibn Ghulghul el-Zahrawi, entre otros, que mantuvieron estrechos contactos con las grandes figuras en estos mismos campos científicos integrados en la escuela de Qayrawén, caso de Ibn al-Jazar, su maestro Ishaq bin Mahran, Ibn Tamim e Ishaq bin Suleiman, y aglutinados en torno a la figura de un maestro indiscutible, característica esencial que define el concepto de escuela. En este entorno desarrolló su instrucción Ibn al-Jazar, plasmando a lo largo de su dilatada existencia sus conocimientos en numerosas obras de temas diversos, entre los que destacan la medicina y farmacología. Quiero recordar, aunque no creo que sea necesario, que el profesor Ibrahim Ben Mrad es la máxima autoridad en el estudio de la obra de ese autor, pero lo que no me extiendo en sus datos biográficos. A modo de ejemplo, he seleccionado unos pocos casos, esperando que en un futuro no muy lejano se puedan ver reflejados los restantes de la publicación
en las actas de este coloquio. Diapositiva 1. Según Ishaq bin Imran, es del mismo árbol que el mirobalano negro Ihtilaq Aswad, siendo este el que ha madurado completamente en su árbol. Opinión seguida por Ibn Jazar, mientras que Ibn Samahun dice, solo ellos dos han dicho tal cosa, que es errónea. Nosotros decimos que el amarillo Ihtilaq Asfar, cuando madura se ennegrece, pero no es el indio, Ihtilaq Indi, como ellos los pretenden. Y aunque les reconozcamos que se parece externamente, no es así en acción y efecto. Según el microbalano indio, Ihtilaq Indi, pretenden algunos médicos que el mirobalano amarillo, Ihtilaq Asfar, y el negro, Ihtilaq Aswad, proceden del mismo árbol, siendo el negro el que ha completado su maduración y sazón en el árbol hasta que ennegrece en él, mientras que el amarillo es el que se cosecha antes de que se haya completado su maduración en el árbol. Caracterizado caracterización taxonómica Ihtilaq, microbalano, familia con bretáceas. Como se verá en otros ejemplos, Ishaq bin Imran suele ser el autor con el que su alumno Ibn Jazar comparte opinión en Umda, repatriando a Burkhair en algunos casos la opinión de ambos. Realmente, en este texto, Ibn Jazar no afirma que el microbalano negro sea el indio, a recoger la opinión de otros, en este caso la de su maestro Qasim. Sobre esta planta discrepan los médicos, pues la identificación con la semilla de la cañaeja, Kahal, Ibn Ghulghul. Ishaq bin Imran la hace una variedad de la safétida, seguido por Ibn Jazar y Ishaq, que es el levístico, la bastiqun. Qasim es el mastiquillo, corrupción del término griego. La fuerza de sus semillas, ramas y hojas es caliente y seca en grado. Pretenden algunos médicos que su fuerza es semejante a la del comino. Aquí encontramos idéntica apreciación referida al silencio de fuentes por parte de Ibn Jazar, quien en el Atimet pone en boca de algunos médicos lo que es recogido en Rami de Ibn al-Baytar a nombre de Ishaq bin Imran. Igualmente se refleja otra de las características aludidas y repetidas en varios fitónimos. Se cita la opinión de este autor seguida por Ibn Jazar, aunque en ese caso concreto Abul Khair no se define acerca de si es o no cierta. Otra novedad vertida en este punto es que en ningún momento aparece en Atimet lo que se recoge en Umad acerca de esta identificación. Sagarat el-Anjerut pertenece al género de los árboles grandes, venenos fulminantes, dice Ibn Jazar en Kitab al-Sama'in. Es un árbol grande que crece en Jorasán y Siria, cuyo fruto se parece en su forma al zahrur, con una nuez similar. Clasificación taxonómica, Azadarrah, Azecarrague, Arriague, lo siento, je le regrette, des fois, bon. Al ser esta la única cita del Kitab al-Sama'in, cuyo texto, como es sabido, no nos ha llegado completo, había sido totalmente lógico que en Umda se hubiera aludido también a su potente poder letal, pero no ha sido así. En el Kitab al-Ghami de Ibn al-Baytar, donde se recoge en el apartado dedicado a Azadarah, la cita de Ibn Jazar, aunque a nombre de Ibn Abi Halib,
no por la Zuhra, al contrario de lo que estudia en Umda, lo describe como un árbol grande y muy ramificado, su fruto en racimo que cuelgan se parece al del acerrolo, zarur, en color y forma, igualmente su flor también tiene el color y la forma parecidos a los del acerrolo. Esta escuela, descripción morfológica, con unas mínimas referencias añadidas a las recogidas por Umda, es, no obstante, la más extensa mencionada en el Kitab al-Ghami, ya que el resto de los autores incluidos en el epígrafe dedicado a Zadarah se limitan a destacar la semejanza de su flor y fruto con los del acerrolo. En cuanto a las propiedades citadas de esta especie, todos los autores que aluden a ella en la obra de Ibn al-Baitar coinciden en destacar que su fruto no es comestible, dado su carácter de veneno mortífero. Es el caso del médico y farmacólogo cordobés Ibn Samahun, entre otros, que le define como uno de los venenos más letales. Esta destacada propiedad del azadaraj nos lleva a pensar que habría sido totalmente lógico que Ibn Jazar la hubiese mencionado en el Kitab al-Sama'in, preguntándonos igualmente por qué Abul Khair, quien debió manejar el original de la obra, no la incluyó en Umda, siendo además la única vez que cita esta obra de forma explícita, pero incomprensiblemente no ha sido así. Este particular ejemplo invita a reflexionar sobre el tema de la transmisión de las fuentes de carácter científico en el que continúan existiendo importantes lagunas por estudiar y despejar. Baqam es una planta de la clase de los grandes árboles, crece en las montañas altas cubiertas de árboles. Abu Harsen pretende que la corteza de las raíces de esta especie, machacadas y bebidas, mata rápidamente, mientras que Ibn Jazar pretende que un bebedizo de sus raíces es antídoto del veneno fulminante, al contrario de la anterior. Je pense que le temps est assez long. Je vais m'arrêter là. Le texte sera publié, évidemment, avec les actes. Vous avez compris un peu de quoi il s'agit pour que tout à l'heure, il y aurait peut-être des questions. Et permettez-moi de couper, étant donné que l'heure ne me permet pas de continuer et que la personne en question n'est pas là. Donc, j'ai dû donner un aperçu puisque j'ai promis de lire le texte. Et merci de votre attention. Il est très, très difficile. Surtout que c'est un texte assez compliqué quand même. Donc, je passe la parole tout de suite à Sibrahim Bemrad. Permettez-moi, Sibrahim Bemrad, de dire deux mots. Voilà. Professeur d'enseignement supérieur en linguistique et surtout en lexicologie et terminologie à la faculté des lettres de la Manouba, puis professeur émérite. Il a publié une quinzaine de livres de lexicologie, terminologie et histoire des sciences, particulièrement de médecine et pharmacologie arabe et des éditions critiques de manuscrits scientifiques arabes. Président de l'Association de la lexicologie arabe en Tunisie, membre de l'Académie de Damas, de Barded et de Beit el-Hikma, membre du département des lettres et organisateur aussi de ce colloque, initiateur. Parmi ses publications de recherche, les emprunts lexicaux dans les ouvrages arabes de médecine et de pharmacologie, Dar el-Gharb, questions de lexique, introduction à la théologie du lexique, les emprunts lexicaux et bien d'autres ouvrages. À vous la parole, monsieur le professeur. شكرا سيدة الرئيسة.
عنوان المداخلة: ابن الجزار والأندلس. ويمكن أن نعتبر ابن الجزار القيرواني مثالا جيدا للتثاقف بين إسبانيا الإسلامية أو الأندلس والثقافة العربية، فقد كان في الأندلس الغائبة الحاضرة في الوقت ذاته، وهو غائب لأنه لم يذهب إلى الأندلس، بل لم يغادر إفريقية إلى أي بلاد أخرى، فقد قضى حياته كلها في إفريقيا. وقد كان حسب عبارة ابن جلجل قد هم بالرحلة إلى الأندلس لكنه لم ينفذ. ثم هو الحاضر الأندلس لانتشار ذكره فيها وعلو منزلته أثناء حياته وبعدها، ونريد أن نمثل لحضوره الدال على منزلته أثناء حياته بأمرين: الأول هو أمنية الحكم ابن عبد الرحمن الأموي المستنصر بالله أن يكون ابن الجزار معه في بلاطه من الأندلس. فقد ذكر أبو بكر المالكي في رياض النفوس أن الحكم كان يقول: ليس أشتهي من دولة الشويعي، يقصد المعز دين الله الفاطمي، ليس أشتهي من دولة الشويعي إلا أربعة: أبو القاسم ابن أخت الغساني المقرئ، وابن الصيقل الشاعر، وابن الجزار الطبيب، وابن القسطلية المغبر. يقصد الحكم بالشويعي الخليفة الفاطمي المعز الدين الله الذي حكم إفريقية من سنة 41 و3 إلى سنة 32 و300 قبل انتقاله بالخلافة إلى مصر. والأمر الثاني هو مجيء إليه في القيروان من الأندلس، ولا المراجع التي ترجمت له عن هذه المسألة موسعا، ونعرف من تلميذا واحدا هو أبو حفص عمر بن بريق الذي لازمه في القيروان أشهر في حدود سنة 50 و300 للهجرة، الذي أدخل كتاب زاد المسافر وقوت الحاضر إلى الأندلس. يمكن لنا أن نذهب التلمذة عليه لم تقتصر بالطب، بل شملت صنفا آخر من العلوم هي العلوم الإسلامية. فقد حدثنا القاضي عياض في كتاب المدارك في ترجمته للفقيه المحدث الأديب القرطبي أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين أن من الرجال الذين سمع منهم ابن الجزار القروي أي القيرواني، وهذا جانب من شخصية ابن الجزار ما زال مجهولا، فقد كان موسوعيا وألف في علوم الطبيعة وفي الأدب وفي الفلسفة وفي التاريخ وفي التراجم، وخاصة تراجم الفقهاء والمحدثين والقضاة من أهل السنة في القيروان. وله في تراجمهم كتابان هما التعريف بصحيح التاريخ وطبقات القضاة. وليس غريبا لذلك أن يكون المقصود بابن الجزار القروي عند القاضي عياض هو أبا جعفر أحمد الطبيب. وأما حضوره بعد حياته فإن الأدلة عليه كثيرة، نكتفي بذكر اثنين منها مهمين. أولهما هو اعتماد كتبه مصادر، وهذا الاعتماد كبير واسع عند مؤلفين أندلسيين كثيرين، نذكر منهم ممن وصلتنا كتبهم واطلعنا عليها أبا القاسم الزهراوي في كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف،
وأبا بكر حامد بن سمجون في كتاب الأدوية المفردة، وأبا الخير الإشبيلي في كتاب عمدة الطبيب، وأبا الوليد مروان بن جناح في كتاب التلخيص في الطب، والشريف الإدريسي في كتاب الجامع لصفات أشتات النبات، وأبا جعفر أحمد الغافقي في كتاب الأدوية المفردة، وأبا محمد عبد الله بن البيطار في كتابيه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية والمغني في الأدوية المفردة. بل إن اعتماده لم يقتصر على الطب والصيدلة، بل تجاوزهما إلى الجغرافيا، مثل اعتماد أبي عبيد البكري في كتابه المسالك والممالك على كتاب عجائب البلدان، وتجاوزه إلى التاريخ أيضا، مثل اعتماد ابن حيان القرطبي في كتابه المقتبس في تاريخ الأندلس على كتاب أخبار الدولة، وقد سماه ابن حيان التعريف بأخبار إفريقية. ونكتفي هنا بتحليل الظاهرة من خلال 2 من المصادر التي ذكرناها. الأول هو كتاب التلخيص في الطب لأبي الوليد مروان بن جناح، الذي عاش من النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، أي النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي، والنصف الأول من القرن الخامس الهجري، أي النصف الأول من القرن ال11 الميلادي، وكان تلميذا لابن جلجل. وكتابه التلخيص كتاب في الأدوية المفردة، لكن تبين تسميات الأدوية هو الغالب عليه، والتسميات من باب التعريف بأسماء الأدوية وليس في التعريف بماهياتها. والتعريف اللغوي أو المصطلحي في كتب الأدوية المفردة ركن أساسي في التأليف، لأن المؤلف يبدأ به عادة ما نسميه المدخل الدوائي أو الفقرة الدوائية، ثم يبين ماهية الدواء وخاصة إذا كان نباتا، ثم يذكر منافعه العلاجية. والركن الأول أي الركن اللغوي مهم، لأن أسماء الأدوية وخاصة النباتية تختلف من بيئة إلى أخرى، وقد يذكر المؤلف أسماء الدواء الواحد باللغات المختلفة المستعملة في عصره تعميما للفائدة. وقد اعتمد ابن جناح ابن الجزار في 51 مادة، بين قوسين مجموعة هنا عندي في قائمة ستصدر مع البحث عندما ينشر. قلت اعتمد ابن جناح ابن الجزار في 51 مادة، جلها نباتي وبعضها معدني، وجلها في التعريف المصطلح بأسماء الأدوية المفردة النباتية، كأن يقول عن الأنجرة هو القريص، وهو المعروف بالحريق عن ابن الجزار، وأن يقول عن الإبرنج قال فيه ابن الجزار هو حب صغير مرقط بسواد وبياض أملس مثل قدر حب الماش، في طعمه شيء من مرارة ولا رائحة له، وهو المستعمل في ذاته. والتعريفان السابقان مأخوذان من كتاب الاعتماد في الأدوية المفردة لابن الجزار، وهو من أهم كتب الأدوية المفردة العربية وأوسعها انتشارا وتأثيرا. وقد اعتمده ابن جناح في 23 مادة دون أن يذكر عنوانه، ولكن الشواهد المعتمدة موجودة فيه، وكأن شهرة الكتاب هي التي جعلت ابن جناح يهمل ذكره. وأما المواد 28 المتبقية فمأخوذة من 6 كتب أخرى لابن الجزار، منها المعروف، إما لأنه موجود مخطوطا، وإما لأنه مذكور في مصادر ترجمة ابن الجزار أو في المصادر التي اعتمدته من قبل، ومنها المجهول الذي لم نعرف عنوانه إلا من نقل ابن جناح عنه. ومن الكتب المعروفة 3، أولها هو كتاب السمائم، وقد سبق ذكره الآن في المداخلة السابقة،
ولهذا الكتاب أهمية خاصة في علم الأدوية المفردة مثل أهمية كتاب الاعتماد، وذلك لأن ابن الجزار قد قسم التأليف في الأدوية المفردة على الطب. أولها هو كتاب الاعتماد، ويشتمل على الأدوية النباتية العادية مع بعض من الأدوية المعدنية. والثاني هو كتاب الأغذية، ويشتمل على الأدوية النباتية الغذائية وتندرج فيه الثمار كلها. والثالث هو كتاب الحيوان، ويشتمل على الأدوية ذات الأصول الحيوانية. والرابع مشتمل على الأدوية السمية المخالفة لطبيعة بدن الإنسان، وهو كتاب السمائم. هذا نوع جديد إن شئتم في التأليف العربي. عادة مثل ابن البيطار يسمي كتابه الجامع لمفردة الأدوية والأغذية، يشتمل عليه معناها ليخفف الأمر على المستعمل وعلى القارئ وعلى المدرس إلى غير ذلك. قسمها إلى 4 كتب. أشهرها هو كتاب الاعتماد، هو الذي سار ذكره وترجم وعرف كثيرا. أما البقية فإن كتاب الحيوان ما زال ضائعا، لم يوجد بعد. كتاب السمائم يوجد ولكنه ليس تاما، معناها هناك نسخ منه لكنه ليس تاما. ثم بقية الكتب، معناها الكتابين الباقيان يعتبران ضائعين غير موجودين كذلك معناها. لذلك معناها النقول الموجودة عند ابن جناح أو غيره من كتاب السمائم تعتبر مهمة جدا، لأنها تتمم العمل تتمم العمل الذي بدأه ابن الجزار بتأليفه هذه الرباعية المشتملة على الأدوية المفردة بمختلف أنواعها. قلت: ولم يبق لنا من هذه الكتب إلا 2 هما كتاب الاعتماد وكتاب السمائم. وقد اعتمد ابن جناح كتاب السمائم في 11 مادة. هذا الكتاب المعروف كتابا آخر هو بغية، وهو في الأدوية المركبة، أدوية المفردة، وهو يوجد اليوم مخطوطا لكنه لم يحقق بعد. وقد اعتمد في 9 مواد. وأما المجهول من الكتب، المجهول الذي لا يعرف إلا من المصادر التي نقلت منه، أبو عجائب البلدان الذي سبقت الإشارة إليه إلى أبي عبيد البكري عليه في كتاب المسالك والممالك، وقد اعتمده ابن جناح في مادة واحدة. وأما الكتب المجهولة التي لم تعرف عناوينها من قبل ف3: هي كتاب البديع هكذا، ولا نعرف موضوعه بالتدقيق، ويبدو من عنوانه أنه كتاب في الأدب. وقد اعتمده ابن جناح في 3 مواد. ثم كتاب المراهم، وهو فيما يبدو في الأدوية المركبة، وقد اعتمد في مادة واحدة. ثم كتاب الأطعمة، وقد يكون المقصود به كتاب الأغذية المتممة لكتاب الاعتماد مثل كتاب السمائم. وقد اعتمد في كتاب التلخيص في مادة واحدة أيضا. وعدد المواد المنقولة وعدد الكتب المعتمدة دلان على أهمية ابن جزار في نظر أبي مروان ابن جناح، باعتباره مصدرا في العلم ثبتا ثقة يطمئن إلى رأيه. وأما المصدر الثاني الذي نريد النظر في اعتماد مؤلفه على ابن جزار، فهو كتاب عمدة الطبيب في معرفة النبات لكل لبيب لأبي الخير الإشبيلي، الذي سبق الحديث عنه في المحاضرة السابقة. وهو من علماء القرن الخامس الهجري 11 الميلادي. والكتاب ليس في الأدوية المفردة الخالصة، بل هو كما يدل عليه عنوانه في النبات. ولم يعنى أبي الخير بالمنافع العلاجية للنباتات بقدر ما عني بتصنيفها
إلى أجناسها وأنواعها وضروبها. ووصف النبيت تترجم بالفرنسية الأفلور معناها، ووصف النبيت الأندلسي في مختلف أصقاع الأندلس التي زارها وعشب فيها، وتحديد أسماء النباتات العربية والأندلسية العامية والرومانية رومان والبربرية، إضافة إلى اليونانية واللاتينية والفارسية. لا يعتبر كتاب عمدة الطبيب حقيقة ممثلا لمرحلة جديدة في التأليف في النبات، علم النبات عند العرب، لأنه لأول مرة أول عالم يصنف النباتات تصنيفا علميا ويقدم لكل نبات مختلف الأنواع التي تنتمي إليه، والأنواع نفسها لها أصناف ولها ضروب، ويحلل كل منها تحت المادة الواحدة. ذلك معرفته بالعلم كانت معرفة دقيقة جيدة. وقد اعتمد أبو الخير ابن الجزار في 34 مادة كلها نباتي بالطبع، ما دامت مادة كتابه كلها في النبات. وجل المواد وعددها 24، هذا الكثير من أكثر المواد، من هناك 24 مادة، هي نقول عن ابن الجزار، إما لتحديد تعريف مثل أخذه برأيه في تعريف دم الثعبان بأنه الدراقطيون، وأخذه برأيه في تعريف الدبق بصمغ الصنوبر، وإما لتوضيح تسمية مثل أخذه عنه تسمية البابونج بالبشاش، وتسمية نبات عدسوس بشجر الفرس، وإما للاحتجاج به على صحة ما يذهب إليه بعض مصادره مثل أخذه رأي أبي عبيد البكري وأبي القاسم الزهراوي في جعل سنبل الشيطان لسان العصافير، لأن ابن الجزار قد قال بذلك قبلهما. وإما لذكر منفعة مثل أخذه برأيه في منفعة نبات البقم من السم، أي أن يكون باد زهرا حسب عبارة القدامى، أي أنتيدوت. وبعض المواد نقدي قد عبر فيها أبو الخير عن نقده لابن الجزار فيما ذهب إليه من رأي، مثل نقده له في قوله إن الباذورد هو العصفر البري، ونقده له لأنه جعل من جنتقابطة، مصطلح لاتيني مستعمل في إفريقيا حتى في القيروان، هو سانتوم كابيتام، معناها 100 رأس، معناها 100 رأس. قلنا جعله من جنتقابطة. نكمل. نبات الفو، وما يعتبره أبو الخير خطأ قد يكون ناتجا عن اختلاف في التسمية في البيئتين المختلفتين الإفريقية والأندلسية، لأن الاسم الواحد قد يطلق على نباتين مختلفين فيكون له في إفريقية مفهوم وفي الأندلس مفهوم آخر، بل إن أبا الخير قد تنقصه الموضوعية في نقده من ذلك أن القول إن الباذورد هو المعصفر البري ليس خاصا بابن الجزار، بل إن أبا الخير نفسه قال وأكثر الأطباء متفقون على أنه الباذورد، على أن الباذورد هو العصفر البري، لكنه خص بالذكر منهم إسحاق بن عمران وابن الجزار رغم أنهما على مذهب أكثر الأطباء. أنتقل إلى الدليل الثاني بسرعة لأنه ليس طويلا. الدليل الثاني وهو مهم جدا هو ترجمته، نقله إلى اللاتينية. وقلنا ترجمة كتابيه المهمين وهما كتاب زاد المسافر وقوت الحاضر وهو في الطب العام، وكتاب الاعتماد في الأدوية المفردة. وقد ترجم الكتابين إلى اللاتينية رجل واحد هو استيفان السراقسطي، ستيفانوس دي سراغوسا، في مدينة لاريدا. وبين أيدينا من الترجمتين ترجمة كتاب الاعتماد التي أنجزت سنة 33 و200 وألف، أي بعد استرجاع الإسبان للمدينة من المسلمين سنة 49 و100 وألف.
وقد ترجم الكتابين قبله قسطنطين الإفريقي قسطنطين الأفريكان التونسي الأصل في مدينة ساليرنا الإيطالية، لكن بين ترجمتي الرجلين فروقا جوهرية، منها أن الإفريقي قد انتحل الكتابين ونسبهما إلى نفسه، أما سرقسطي فقد كان أمينا ونسب الكتابين إلى مؤلفهما ابن الجزار، ومنها أن الإفريقي قد اختصر الكتابين وحذف منهما ما يدل على أصولهما العربية، مثل أسماء العلماء العرب الذين ذكرهم ابن الجزار في الكتابين، وأسماء المدن والبلدان العربية التي ذكرها المؤلف في الكتابين، بل إن الحذف قد طال مادة الكتاب كما حدث لكتاب الاعتماد الذي حذف منه الإفريقي 69 دواء مدخلا من جملة 78 و200 دواء. وأما سرقسطي فقد حافظ على مادة الكتابين وإن لم تسلم المواد من التلخيص أحيانا، وإذن فقد كانت غاية السرقسطي علمية محضا، بينما غاية الإفريقي لم تسلم من نوازع دينية مذهبية في عصر كانت فيه العداوة بين العالم المسيحي والعالم الإسلامي قوية. ثم إن سرقسطي قد خالف الإفريقي في أمر مهم، وهو إبقاؤه على الأصول العربية للكتابين، وذلك في 3 مظاهر. الأول هو الإبقاء على أسماء أعلام الأشخاص العرب الذين ذكرهم المؤلف، والثاني هو إبقاؤه على أسماء أعلام الأماكن العربية التي ذكرت في أصل الكتابين، والثالث يخص كتاب الاعتماد وهو المحافظة على أسماء الأدوية العربية في بداية المواد بعد ذكر مقابلاتها اللاتينية. أذكر المثالين وأختم بهما. المثال الأول هو كاستيا فيستولا، وهو المقابل اللاتيني لخيار شمبر في العربية، وقد بدأ سرقسطي المادة بقوله كاسيا فيستولا سيف بليار تيممبر، وبليار تيممبر رسم محرف لخيار شمبر، وكلمة السيف تفسيرية معناها أي. إذن هو يذكر الترجمة اللاتينية ثم يأتي بالاسم العربي أمامه، وكأن المصطلح اللاتيني لا يستقيم مفهومه ولا يعرف ولا يمكن أن يوثق به إلا إذا كان مقترنا بأصله العربي. المثال الثاني وأختم به هو ليكريسيا، وهو المقابل لشجرة السوس، وقد بدأ سرقسطي المادة بقوله ليكريسيا سوس. طبعا سوس هنا هي الكلمة العربية، والمصطلح برسميه المذكورين من اللاتينية المتأخرة التي يكتب فيها ليكريتيا أيضا، وكلها من اللاتينية الكلاسيكية جليسيريزا. أختم بإشارتي إلى أن هذا نوع من التثاقف وهذا الانتقال بين الضفتين، من ضفته من أفريقيا إلى الأندلس وإلى إسبانيا، ونلاحظ هنا قضية التأثير. هناك تثاقف قائم على تأثير ثقافة في ثقافة، هو تأثير الثقافة العربية في الثقافة الإسبانية اللاتينية بصفة عامة التي كانت مستعملة في أوروبا في ذلك الوقت. ويعتبر ابن الجزار من أهم الأمثلة والنماذج التي قام عليه هذا التأثير، وكان لها صدى كبير في أوروبا، حتى إنه كان في القرن ال13 مبرمجا في برنامج كلية الطب بباريس بكتابه زاد المسافر. وشكرا سيدة الرئيسة على سبقتي. Merci, professeur Benmerad, d'avoir respecté le temps. Vous avez pris 3 minutes quand même. Vous avez récupéré mes 3 minutes, donc ça va, on est dans les temps. Bon, je ne vais pas tarder. On va continuer de manière à enrichir notre débat. Je pense que cette séance est très importante et je suis très sûre qu'il y ait beaucoup de questions par la suite. Maintenant, la parole au professeur Ahmed Saadewi. On passe à quelque chose de totalement différent. Il est titulaire d'un doctorat de la Sorbonne. Docteur Saadewi, plusieurs articles, des livres assez courts du XVIIe au XIXe siècle, histoire architecturale d'une ville morisque de Tunisie,
également Tunis à l'époque de Hussein Ben Ali et Ali Becha, des actes de fondation Waqf de l'époque husseynite, auteur de plusieurs articles et des livres et bien d'autres. À vous la parole, professeur. Merci. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'interviens dans ce colloque invité par mes collègues, les organisateurs, Sibrahim Oulala Rajal Bahri, mon ami depuis de longue date. Et moi, comme elle l'a dit, j'ai commencé par travailler sur l'architecture, l'histoire de l'architecture des Andalous, et puis j'ai travaillé sur d'autres sujets, sur la période ottomane, sur le Maghreb, etc. Et chaque fois que c'est elle qui me ramène de nouveau à mon premier amour, qui est l'architecture andalouse en Tunisie ou l'architecture morisque. Voilà, donc on sort du Moyen-Âge et on passe à l'époque moderne, 16e. En fait, 16e, 17e siècle. Il y a, donc, dans le programme, il y a une petite faute. 16e, 17e siècle, la présence espagnole et morisque en Tunisie au 16e et 17e siècle. Et je vais traiter deux aspects seulement, parce que la présence espagnole, elle est très importante. Je vais traiter de l'apport espagnol, de l'apport technique dans le domaine des fortifications et des arts. Et puis, ceci c'est surtout pour le XVIe siècle et pour le XVIIe, dans celui de l'eau et des installations hydrauliques. Et pour vous plonger dans l'époque, je vais vous montrer vous indiquer quelques dates et quelques profits pour évoquer cette époque. Donc, la présence espagnole s'est passée pendant le XVIe siècle, qui est une époque de confrontation entre les Hafsides, les Espagnols, les Ottomans. C'était une époque trouble et on a des dates importantes. La date 534, l'été 1574, Khaireddin Barbarousse arrive et prend la ville de Tunis. Il va y rester une année. L'année d'après, l'été d'après, Charles Quint va diriger une grande campagne et va reprendre Tunis aux Turcs, Khaireddin Barbarousse, et la présence espagnole va continuer à Tunis jusqu'à 1574, pendant pratiquement 4 décennies. Donc là, le sultan Moulay Hassan al-Hafsi. Un autre moment de cette époque, du XVIe siècle, le milieu du XVIe siècle, 1550, les Espagnols vont prendre Mahdi et la raser complètement et ils vont occuper Djerba, mais à Djerba, il y aura une confrontation entre les Espagnols et les Turcs. Là, le général, l'amiral d'Espagne, Giovanni Andrea Doria, avec Piali Pacha, le général ottoman, et Darous Bacha, qui était donc le pacha de la ville de Tripoli. La victoire était pour les Turcs à Djerba. Puis, dans les années 70-69, Al-Jali, qui était le pacha d'Alger, va prendre Bizerte puis Tunis. Quelques années après, Don Juan d'Autruche, après la victoire la grande victoire sur la flotte ottomane en 71, va attaquer Tunis et va la prendre aux Turcs, ceci en 73. L'année d'après, Sinan Pacha et Al-Jali ou Qal-Jali, donc deux généraux importants ottomans, vont occuper la ville de Tunis et vont chasser les Espagnols. Le chef de la résistance espagnole, Serbelloni, est fait prisonnier
et il a été pris à Istanbul. Voilà donc ceci les événements historiques, mais ce n'est pas notre problème. Nous allons étudier les fortifications. Ça, c'est un atlas qui a été édité dans les années 80 du XVIe siècle, c'est-à-dire quelques années après la prise de Tunis, et il est très précis. Il nous indique les principales fondations, les principales fortifications bâties par les Espagnols. Vous avez la Goulette, la citadelle de la Goulette, et une ville, celle-là, elle est plus grande que celle-là, hein, pour vous donner une idée. Donc, Nova Arcas, c'est une citadelle qui s'étendait de la place de TGM, à peu près de la place de la statue actuelle jusqu'à la cathédrale. Elle fait une dizaine d'hectares. C'est toute une ville. Donc, ces deux fondations sont très bien représentées. Vous avez ici la Médina, le lac, etc. C'est une gravure assez connue dans un atlas de référence. Donc, la citadelle de la Goulette, il y avait donc une première forteresse qui remonte à qui sera agrandie par Charles Quint. C'est la forteresse bâtie par le Charles Quint. Elle est carrée, mais elle a cette forme étoilée avec 4 bastions. Et plus tard, les Espagnols vont, c'est-à-dire en 73, en fait, en 73, ils vont construire une deuxième enceinte, une deuxième enceinte avec 6 bastions, des bastions qui donnent à la citadelle cette forme étoilée, donc qui est l'une des caractéristiques de l'architecture militaire italienne et espagnole. Voilà donc tout ça, donc cette forteresse, donc l'enceinte de 73 sera rasée par les Espagnols, par les Ottomans, par Sinan Becha, et même la citadelle de Charles Quint, elle sera également en partie rasée. Il ne reste actuellement que ces 2 tours, ces 2 bastions plutôt, ces 2 bastions. Voilà ce qui reste actuellement de la Goulette, le canal, et ces 2 bastions, le Carraca que vous connaissez tous. Donc, pour ce qui est de Nova Arcas, on l'a vu hier avec la ville de Larache au Maroc, c'est une ville, hein, c'est une ville espagnole, une véritable ville fondée donc en 73 pour faire fonction d'un lieu de présence durable des Espagnols dans le pays. Donc, c'est une ville de 10 hectares avec tout ce qu'il y a dans une ville, 2 quartiers, un quartier pour les Italiens, un quartier pour les Espagnols. Vous avez une chapelle, une église, vous avez également un hôpital, etc. Donc, c'est une ville qui a été construite. Et cette forme-là, elle est très importante, cette forme étoilée ou cette architecture en zigzag, elle est nécessaire pour des raisons militaires. C'était la technique adoptée par les Italiens et par les Espagnols. Nous la trouvons dans plusieurs fortifications italiennes et espagnoles de la fin du 15e et surtout 16e siècle. Je donne un exemple d'une ville de l'Italie qui a ce plan qui rappelle pratiquement Nova Arcas. Donc, une autre forteresse bâtie par les Espagnols à Djerba. J'ai parlé de cette confrontation entre les Espagnols et les Turcs en 1560. Et quelques temps avant l'attaque de Dragos Becha et de Piali Pacha sur l'île de Djerba, les Espagnols ont ajouté, vous avez une première forteresse et ils ont ajouté une deuxième
une deuxième enceinte qui a une forme étoilée typiquement italienne et espagnole. Cette enceinte sera rasée par Darous Becha et elle apparaît que sur les gravures. Donc, dans le domaine le transfert des sciences, des savoirs, des techniques, donc il y a deux techniques qui seront très utilisées dans le pays, les fortifications zigzag, les fortifications étoilées, et ça, c'est en rapport avec les armes à feu, et surtout en rapport avec l'artillerie. Donc, un bastion ou une forteresse en étoile, avec une forme étoilée, elle résiste mieux au tir des boulets. La deuxième technique, c'est la terre pionnée. Donc, les deux techniques. La première technique, le plan en étoile, c'est un plan qui apparaît en Italie. Il y a des ingénieurs italiens qui ont développé ce plan. Vous trouvez dans le texte de la communication les noms et les différentes références. Donc, et l'intérêt de cette forme, c'est pour éviter, donc pour mieux résister donc, au tir de canon, ou en plus pour faire une plateforme pour les canons. Vous avez ici donc les embrasures à canon et des canons qui permettent de couvrir le maximum d'espace. Le plus important qui a marqué les fortifications tunisiennes, c'est la terre pionnée. Les fortifications du Moyen-Âge, c'était des fortifications en maçonnerie, assez haut, etc. Donc 2 mètres à 3 mètres, pas plus. Et ces fortifications, lorsqu'on les tirs de canon cassent facilement, brisent facilement les murs en maçonnerie, alors que la terre pionnée, c'est un matériau disponible, pas cher, etc., mais qui demande, les fortifications ne sont pas très hautes et elles sont assez larges. Donc, la forteresse, ça c'est la forteresse construite à Bizerte, pas par les Espagnols, mais par Borj, le fort des Andalous. Il est construit par le caïd Farhat sous l'ordre de Al-Jali. Al-Jali, pour vous dire, ces échanges sont assez complexes en fait. Al-Jali, c'est un Italien. Il est là, il est le pacha ottoman, mais au fait, c'est un Italien. Qaïd Farhat, certainement, c'est un renégat européen. Donc, c'était des techniques, même pratiquées par des Ottomans, peuvent être d'origine européenne, donc d'origine espagnole. Donc le fort avait une forme étoilée et là les changements ont été faits au XVIIIe siècle avec Ali Besh. Il a étendu, il a retouché 2 des 5 bastions. Voilà, donc je reviens à cette histoire de terre pionnée qui résiste mieux. Donc c'est un amortisseur. Et la largeur des murs, ça peut atteindre 15 mètres, 10 à 15 mètres. Donc, et ça, c'est les canons qui ont imposé cette technique. Donc, les armes à feu également soulignent la présence des morisques dès le XVIe siècle. Donc, dans l'armée du Saadien Moulay Mohammed, il y avait 3000 arquebusiers morisques, donc du 16e, 17e. Donc, les morisques vont arriver. On ne parle plus de présence espagnole à travers les Espagnols eux-mêmes, mais à travers les morisques ou les Andalous. Et je vais traiter ça, pas traiter, c'est indiquer ça, donc à travers d'un traité d'artillerie d'Ibn Ghanem, très connu, sur la fabrication et les usages des canons, et aussi à travers le complexe portuaire de Ghar el-Mellah. Donc, le traité d'Ibn Ghanem, on revient à la traduction et l'utilisation des ouvrages de référence de l'époque. fait العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع
fait par ce Ibn Ghanm, qui est un personnage très intéressant. C'est quelqu'un qui a participé à la guerre de Grenade et d'Al-Bukharas, puis il va s'installer à Séville, dans les Indes aux Amériques avec les Espagnols, et puis il va revenir, il va aller avec les Maurice qui s'installent à Tunis, et avec les Espagnols, il a vu des armes et notamment et il a décidé d'écrire un livre pour aider les musulmans dans leur guerre contre les chrétiens. Le livre, donc, est très connu de Turquie. Disait que Brahim Chabouh, qui était le jeune conservateur du département de manuscrits de l'ABN de Tunis, allait l'éditer. Et moi, j'ai des dizaines de collègues, chacun qui dit, voilà, mais il n'a pas été édité malheureusement. Et c'est un Syrien, voilà, c'est un Syrien qui a édité le livre. Et en fait, ce manuscrit, je l'ai appris récemment par hasard en discutant avec un collègue architecte qui habite et travaille en Italie. L'ouvrage de Ibn Rafa, qui est une référence très importante, on a plusieurs en Tunisie, au Maroc, etc. C'est au fait, c'est un ouvrage, c'est d'un Italien, d'un Espagnol plutôt, d'un Espagnol qui a écrit le livre et qui l'a édité. En Europe, à l'époque, il y avait l'édition qui a été imprimée. Donc, édité en première fois en 1586 en Italie. Puis, excusez-moi, le temps là qui est la pression dans le président. Donc, 1586 en Espagne, 1606, 20 ans après, il sera revu et publié en Italie, et il sera publié une deuxième fois en Italie et en Espagne. Donc, bien sûr, lorsqu'il a été imprimé et édité en Italie, il a été traduit à l'italien. Donc, il y a une première version en espagnol, une deuxième version en espagnol, et deux versions également en italien. Donc, le Kitab al-Azz wal-Munafa, c'est Noran ne dit pas que c'est un livre donc d'un ingénieur italien. Il dit tout simplement c'est le livre que j'ai, c'est mes connaissances, et il raconte sa vie. Donc maintenant, le plus intéressant dans l'ouvrage de Nafa, lorsqu'il raconte sa vie. Le reste, c'est une... et c'est pas lui qui a écrit la version arabe. Lui, il dit qu'il a écrit en espagnol et il a traduit, il a écrit vers les 30 à Tunis, hein, en espagnol, et il l'a donné à un autre immigré maurice pour faire la traduction. Le texte qu'on a aujourd'hui, c'est la traduction al-Hajri. Au fait, c'est le texte de l'ouvrage italien. Je vous montre ça, c'est mais le problème, parce que l'édition qui a été faite par le Syrien, qui est un écrivain, il n'est même pas historien. Donc, elle est bâclée, complètement bâclée. Et ce manuscrit, il doit être donc édité de façon scientifique, bien sûr en comparant avec le manuscrit italien et espagnol, les manuscrits, c'est pas les livres, espagnoles et italiennes. Et vous voyez, ce qui m'étonne, moi, c'est le canon. Donc, c'est pas une impression. On a plusieurs copies du manuscrit. Tout ça est fait à la main. Donc, ça, c'est très important. Et c'est très
l'histoire des transferts des savoirs. Je donne un autre exemple, le complexe portuaire de Gher el-Melh, le port, le port, l'arsenal, la forteresse, qui était réalisé un ingénieur Moïse Ostamous al-Andalousi, qui a travaillé en Alger avant de venir à Tunis, bâti un aqueduc de 11 km pour amener l'eau très connue. Voilà, au domaine de l'eau et des installations hydrauliques, pont barrage, les moulins à foule, les norias fluviales, les moulins à grains, et je vais traiter tout ça à partir de 3 centres. Zagouan avec la ville, avec ses moulins à foulant. On a des textes nouveaux, plus de 310 commandes, parce que l'eau, la propriété de l'eau, elle est enregistrée dans des actes. Et par hasard, on a trouvé pas mal d'actes du 17e, 18e, et qui vont changer nos connaissances sur le sujet. Les moulins foulants sont très importants et sont à l'origine de l'importance de l'industrie de la chimie. Et la chéchia qui se trouvait à l'époque hasside n'a rien à voir avec la chéchia du XVIIe siècle. Ce n'est pas les mêmes techniques. Les vont donner à la chéchia une texture, une souplesse qui ne se trouvait pas dans les chéchias du Moyen-Âge, dont le foulage se fait à la main. Donc, c'est complètement différent, d'où l'intérêt. Tout ça, c'est un domaine de recherche très important. Donc, les moulins à foulons ont été créés. La première, les textes nous révèlent que c'est Youssef Dey en personne, avec le Cheikh al-Andalus, le chef de la communauté andalouse, qui vont créer le premier moulin à foulons. Là, l'Andalou apporte le savoir et Youssef Dey, la propriété de l'eau et les finances. Donc, le premier centre, c'est Zagouan. Le deuxième centre sera à Al-Jdeida. Donc, le deuxième centre est Jdeida. Et le troisième centre, c'est Al-Battan de Tbarba. Et il y a ce centre-là, le centre de Jdeida date de 1616 et celui-là de 1690. Il y a une confusion dans des recherches même récentes sur les monuments andalous en Tunisie. Le texte qui concerne le grand centre de Jdeida, d'Ibn Abi Dinar, etc., il est étudié comme s'il est question de Battan de Tbarba. Il y a une confusion totale parce que dans le texte, Ibn Dinar parle de Battan, donc il a compris que. Donc, alors que les recherches dans les documents du Waqf vont permettre de rectifier ces problèmes-là. Donc, vous voyez, Al-Battan, el-Jawf al-Bab al-Mushtamal ala Doulabayn, etc. Donc, c'est très important. Un autre élément que je le dis en 2 mots, parce que tout ça, c'est important. À Jdeida, il y avait une résidence secondaire très importante de Youssef Dey. Il y avait également les moulins à foulants, les moulins hydrauliques, et il y avait un centre andalou, un village andalou, et un bagne, avec quelque chose comme 300 esclaves de Youssef Dey, qui sont des Italiens. Un bagne, c'est quoi? C'est une communauté d'esclaves, une taverne et une chapelle. Et le travail qui est réalisé, il est à la fois, les Européens l'attribuent aux captifs. Théverneau, j'ai le texte, vous allez le trouver. Il dit que c'est les Européens qui ont fait ça. Au fait, ou les Andalous disent que c'est nous, le Battan, etc. Au fait, c'est un travail des uns et des autres qu'on peut suivre facilement. Donc, il y avait entre autres une noria, la seule dans l'histoire de la Tunisie. La seule noria se trouvait à Jdeida. Et elle est évoquée par Ibn Abi Dinar et par les sources européennes et décrite comme celle de Hamas ou celle de Cordoue. Donc, ça, c'est des choses qui ne sont pas connues. C'est une restitution. Hein. Ce n'est pas la Noria. Je le montre par les textes. Bien sûr, dans les livres sur les monuments ottomans de l'agence, il est question de Noria, le texte
comme si c'est les questions de parler de le batan de Tmerba, alors que c'est le batan de Jdeïda, c'est pas la même chose. Voilà, donc le batan de Jdeïda, qui est un complexe industriel énorme. À l'époque, il y avait c'est le fondateur, Mohamed Bey. Donc, c'est un mégalomane. Il avait un projet énorme. Vous allez le découvrir dans le texte. Donc, voilà pour ce qui est. Donc, la présence andalouse. La présence andalouse, elle va continuer au 18e et 19e siècle et 20e siècle. Il y a des transferts technologiques et culturels. Est-ce que c'est des prémices de la colonisation contemporaine, si on y est optimiste comme l'Aïcha? Et lorsqu'on est pessimiste, moi, l'optimiste, je dirais, c'est une ouverture précoce sur la modernité occidentale. Donc la présence espagnole, on la trouve dans plusieurs domaines, entre autres dans la céramique. C'est une céramique, on l'a suivie, qui apparaît vers 1610 en Espagne, et puis elle sera copiée par les Andalous, et maintenant elle est considérée comme khalaline tunisienne typique, alors qu'elle est espagnole. Voilà, et merci. Je me suis pour le bon. Merci beaucoup. Ben, il me semble, elles étaient tellement importantes, ces communications de ce matin et les suivantes, je vais quand même prendre 5-10 minutes pour un débat. On a mis le débat à la fin, Ibrahim et moi, mais je pense que pour enrichir encore plus ces 4 séances, on va rapidement passer au débat, mais 5-10 minutes, pas plus, et ensuite à la pause café. À vous la parole. Oui, allez-y. شكرا للأساتذة الأفاضل. عصام عشيبي أستاذ باحث في المعهد العالي للغات بتونس جامعة قرطاج. سؤالي الأستاذ سي بن جبل، المثاقفة، مفهوم المثاقفة، الانتركولتوراليتي، يعني هو ما يخفيش الجانب نتاع ما حدث يعني ما بين الغرب والعرب أساسا والمشرق في النصوص اللي انتقلت من المشرق للغرب عن طريق أساسا مدرسة توليد في إسبانيا للترجمة، ونصوص هذه معناها ما تمش تنصيص فيها على من يملك هذا النص. يعني اليوم معناها مفهوم المثاقفة ما يخفيش الجانب هذاك معناها المسكوت عنه. هذا سؤالي ليك سي بن جبالة. وسؤالي سي الأستاذ سي بن مناد اللي يحكي على ابن الجزار، يعني نصوص حضور ابن الجزار في النص عند الإسبان، يعني هو لهنا حالة الناس، يعني الانترتكستواليتي اللي مشات لها جوليا كريستيفا، وإلا هو مفهوم المثاقفة. وشكرا. Ensuite, je donne la parole au conférencier. Il y a d'autres questions? Oui, Aïcha Brahim. Les canons qui sont représentés, qui sont à Har el-Melh, leur origine, donc, c'est celle que tu as évoquée. Les canons qui sont au port de Har el-Melh, ils sont de l'origine que tu as nommée. Non, d'accord, je voulais une précision. Deuxième précision aussi, je sais que tu es spécialiste des mosaïques, enfin des mosaïques, des céramiques d'une façon générale. Alors, j'aurais bien voulu que tu évoques au moins quelque chose dont tu es spécialiste, c'est la cuerda seca des fameuses mosaïques. Il y a d'autres questions? Rajé, tu n'as pas de questions pour docteur, pour si Jabal? Non, c'est une fille. Vous avez des questions pour le professeur? Pardon, excuse-moi, je n'ai pas vu. Donnez-lui. Voilà. عسامة خالد غديرة، دونك عضو في بيت الحكمة.
سامحوني ثقافتي في التاريخ وخاصة في الفترة هذه محدودة ياسر. دونك بوتيتر سؤال يكون الأستاذ السي أحمد السعداوي. أنا si j'ai bien compris, les Morisques هما donc les musulmans d'Espagne qui ont été convertis à la religion chrétienne de force. باهي. أنت حكيت على les Morisques اللي جاوا لتونس وعملوا برشا أشياء. فهمت علاش جايين لتونس أنا يعملوا في الحكايات هذوما. أنا لوغ بلاس نقعد غاديكا في إسبانيا j'essaie de m'imposer. فهمني باش ما يقلقونيش les chrétiens. Pourquoi ils ont fait tout ça? Est-ce qu'ils veulent coloniser? يا عادي إلا كان ils veulent coloniser. سامحوني ما قلت لكم سؤالي فهمتي. فوالا دونك مانيش فاهم علاش هذا بكل قعدوا في اسبانيا وشيخين غاديك. فوالا هذا سؤالي. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Merci. Pardon. J'ai juste envie de dire, de rappeler, bon, si on veut dire. On connaît le célèbre ingénieur, architecte militaire en France, Vauban. Vauban, donc c'est un architecte militaire qui a été même élevé au rang de ministre sous Louis XIV. Donc lui, il a construit des forteresses un peu partout en France. Et donc c'est cette forme étoilée. Et donc est-ce qu'on peut dire qu'il s'est inspiré donc de ce que vous avez dit tout à l'heure, donc les ingénieurs espagnols et italiens, parce qu'on attribue toujours donc cette forme étoilée d'architecture militaire à Vauban, et c'est tout. Donc voilà, merci. Avant de poser ma question, les intervenants étrangers qui sont en ligne, professeur Bernard Vincent, vous m'entendez? Barbara? Oui, j'ai pas de questions. Merci. Hola. José María, hola. ¿Tienes una pregunta sobre las fortificaciones? Bueno, claro que tuvimos, bueno, aquí hay intérpretes. Seguro que ha sido un poco difícil, bueno, seguirlo desde ahí. Bueno, les saludo de todas maneras. Hein? Bien, ya seguimos. Moi, par contre, j'ai une question pour Sibrahim. Vous avez parlé de Mjazar, vous avez parlé des manuscrits, vous avez parlé de beaucoup de choses. Moi, je sais qu'à l'Escorial abondent les manuscrits sur la médecine, sur les plantes. Est-ce que vous auriez une idée de traduction ou d'études qui ont été faites sur ces manuscrits? Voilà. Je vous donne la parole pour répondre aux questions. OK. Enfin, je ne serai pas long. C'est vrai, j'ai dit que la science d'Averroès est caduque, et elle l'est. Ce n'est pas la peine de chercher quoi que ce soit de moderne dans la science, surtout dans l'astronomie ou la physique. Bon, ça, c'est. Mais l'ambition rationnelle le pousse. Expressis verbis, et il est repris par Copernic, on n'a pas le temps. Vous savez qu'il y a dans l'histoire de l'astronomie 3 théories. Présentation géométrique du mouvement céleste. Ou bien les sphères homocentriques, ou bien les épicycles, ou bien les excentriques. Ibn Rushd prend position, il dit la science de Ptolémée n'est pas une science. Il doit tout reprendre. Mais étant devenu vieux, il le dit, exprime comme ça, je laisse ce projet aux générations futures. Copernic, après 30 ans d'hésitation, de peur de publier son travail, il écrit que ce qui m'a encouragé à refaire la science astronomique, c'est Averroès. C'est pas moi qui le dis. Et il reprend exactement le mot que je viens de citer d'Averroès. C'est-à-dire que Averroès n'a pas construit une nouvelle science.
mais elle a appelé à tout refaire au niveau de la science astronomique, et par conséquent, si vous refaites l'astronomie, vous faites la physique et la mécanique. هذه الحاجة الأولى معناها pour nuancer un peu. Deuxième chose, الحقيقة, c'était pour moi une privation. Vous savez, le premier texte qui, à mon sens, était écrit sur les régimes politiques, c'est celui que vous trouvez dans le deuxième tome de Hérodote, l'histoire d'Hérodote. Là où Hérodote dit, je ne veux pas, il y a trois manières de gérer les sociétés: royale, ou bien aristocratique, ou bien démocratique. Et de ce temps-là jusqu'à Copernic, jusqu'à Rousseau et Montesquieu compris, la démocratie est rejetée. Rousseau, bien sûr, il rejette totalement la démocratie. Ce n'est pas possible. Il faut une aristocratie savante, bien sûr, mais pas de démocratie. La démocratie a toujours été considérée chez Platon, chez Aristote, chez Medina al-Fadla, Farabi, comme étant le mauvais régime à éviter. Chez tout le monde, sauf Averroès. Il y attend quelque chose. Il ne pouvait pas aller très loin, mais il y attend quelque chose. C'est le seul qui ne l'aurait pas insulté, au moins. Et ça m'a al-Madina al-Jamaïya. Et en plus, chez tout le monde, chez Aristote, chez Platon, chez Avicenne, chez égal. Al-Madina al-Fadila ou Madina al-Radila. Ou bien la cité vertueuse, ou bien la cité vicieuse. Chez Ibn Rushd, à cette dichotomie, il substitue une autre. C'est rare de le trouver chez d'autres. La cité libre et la cité asservie. Al-Madina al-Hurra ou Al-Madina al-Musta'bada. À mon sens, bien sûr, je suis reconnaissant à tous ceux qui me disent non, nous avons trouvé ça, c'est d'autres. Et deuxièmement, je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui est le chef de la Madina al-Hurra est le chef des hommes libres. C'est le plus libre des hommes. Celui qui gouverne la cité asservie, c'est l'esclave de ses esclaves. Donc c'est le plus malheureux des hommes. Tout cela, vous voyez que ça change tout à fait. Madame, sur les femmes, n'est-ce pas? Là, c'est important, ça. Je l'ai écrit quelque part, j'ai comparé Bourguiba et Ibn Rushd. Si jamais je me suis trompé, corrigez-moi, s'il vous plaît. Vous lisez dans la République de Platon. Est-il possible, se demande Platon dans la République, de prétendre qu'entre hommes et femmes, il n'y a aucune énorme différence quant à la nature? Souhait. Bien sûr, comment nier la différence? Impossible. Donc, c'est aussi une autre tâche qu'il convient d'assigner à chacun des deux sexes. Une tâche en rapport avec la nature qui est la sienne. La femme, l'homme a une tâche. Dites-moi qui a dit le contraire. Ça, c'est Platon. Et tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi. C'est un peu la logique des temps. Alors, Ibn Rushd rejette en bloc. مش il nuance لا لا un rejet en bloc. Je vous lis. بربي يسامحوني خاطر بالعربي هو le manuscrit se trouve, il est traduit en hébreu. Et mon collègue marocain qui me l'a donné, c'est publié في بيروت, il l'a traduit de l'hébreu à l'arabe. اسمه الدكتور شحلاني, عضو الأكاديمية المغربية في المغرب. Alors, شو يقول ابن رشد contrairement à Platon؟ معناها ومش هكا, معناها يقول انه معناها شوف ايش يقول معناها ceci, je vais vous lire très rapidement. Les femmes peuvent être également des guerrières, comme le prouve le mode de vie des habitants des vastes contrées et des montagnes. Certaines femmes intelligentes et de bonnes dispositions naturelles sont même capables de devenir philosophes et chefs politiques.
Autrement dit, il le dit express verbis, aucun métier réservé à l'homme ne puisse, la femme ne s'en trouve privée. À mon sens أنا تحل مثلا أدب الكذا في الغزالي أول جملة اعلم أن النكاح ضرب من الرق. عند ابن رشد ماهوش هكا. La conséquence de cette position, regardez bien, il considère la situation de la femme arabe, de la femme musulmane, n'est-ce pas? La nature, la vie animale, la teste et la crie attribuent, elle aussi, à la femelle les mêmes fonctions qu'au mâle, celle de défendre le foyer comme soldat de garde et de défendre la cité. Il en est ainsi, etc. etc. ويقول معناها يقول pourquoi la misère pèse sur le monde arabo-islamique? C'est parce que la moitié de ses concitoyens, de ses citoyens, ne travaillent pas, sont réduits à ce qu'il appelle hayatul a'shab, la vie de plante. Vous la trouvez chez Hegel, vous la trouvez chez Ghazali, vous la trouvez chez Aristote, chez Platon, sauf Ibn Rushd, assurez-vous, et Descartes. C'est pourquoi je dis, quand même, ce que je défends chez Ibn Rushd, c'est son rationalisme. Ça, c'est tout le monde. Parce que vous êtes sûr que Platon, Newton, a compris ce qu'est la gravitation universelle? Jamais. Il le dit. Je n'ai pas compris ça, mais j'ai la loi. Et Einstein doit reprendre, etc. Mais dire que la femme est digne de la liberté, autant que l'homme, ça, c'est vraiment audacieux. ليش؟ سامحوني ما يسالش. تدخل البيت الحكمة، تدخل. ثم واحدة متاع ابن رشد تشوفوها كان حاشمين منها. ثم وحود يتشافوا دابا تدخل تشوفها. Et elle s'impose, alors que متاع ابن رشد personne ne la voit. يمكن هكا une manière vous sortez vous trouvez. يعني لازم تمشي تثبت هكا موجودة ولا مش موجودة. Autrement dit, مش هذاك علاش أنا قلت les misères d'Ibn Rushd sont encore nos propres misères. Et soyez assurés que, en connaissance de cause, je parle, à peu près, j'ai connu à peu près beaucoup d'universités arabes. Je crois que, d'une manière générale, l'esprit arabe vit encore au Moyen-Âge. Et il a raté la révolution copernicienne. Madame. Merci, Hamadi. Je demanderai aux professeurs de résumer un peu plus, parce qu'on n'a plus le temps pour la seconde session. Ibrahim. Oui. Je vais répondre rapidement et après, c'est Ahmed. Excusez-moi. Oui, ça va. قضية التثاقف، عندما فكرنا في هذه الندوة كانت الفكرة الموجودة هي مفهوم التبادل والتشارك. هناك هو نفس التفاعل، فالعربية تفاعلا فيها معنى المشاركة معا. الموضوع هو التبادل بين الثقافة العربية والثقافة الإسبانية معا. لكن يتنزل مفهوم التبادل والتشارك في مفهوم آخر أعم، هو التأثر والتأثير. التأثر والتأثير، لأن الثقافة العربية أثرت في الثقافة الأندلسية الإسبانية، والإسبانية من ناحيتها وكذا أثرت في العربية، إما في البيئة القريبة هنا في تونس مثلا على القضايا التي أثيرت في الندوة حول قضية الأسر كابتيفيتي إلى غير ذلك، أو قضية الموريسكيين وما كان لهم من دور في تونس في الحياة الاقتصادية والعلمية وغير ذلك، أو ما كان للإفريقية لتونس مثلا. لم نتحدث عن الجزائر وعن المغرب، هناك أيضا لها مجالها، لكن بالنسبة إلى تونس كان لها دورها في التأثير في إسبانيا المسيحية، لأن كتاب الاعتماد ستيفان دو ساراغوس كان مسيحيا يعيش في لاريدا بعد أن استرجعها الإسبان، فهي
الترجمة معناها من العربية إلى الإسبانية ليس في الأندلس فقط، وهناك الجانب الآخر وهو التأثير في الأندلس، أي الثقافة العربية الإفريقية انتقلت أو أثرت في الثقافة العربية في الأندلس. إذن فقضية التثاقف ليست بمفهوم التناص التي ينظر من خلالها في الأدب إلى وجود نص قد يكون ناتجا عن تقليد وليس ناتجا عن تأثر بالمفهوم العلمي هنا، لأن التأثر والتأثير في المجال العلمي بصفة خاصة وهو الذي أثرناه، أو في المجال الفلسفي كذلك. السؤال الثاني سيدتي حول الإسكوريال. المخطوطات العربية التونسية أيضا ليست موجودة في الإسكوريال فقط، بل موجودة حتى في المكتبات الأخرى العامة. الإسكوريال فيها إسحاق بن عمران، هناك نصوص إسحاق بن عمران موجودة، لابن الجزار أيضا موجودة في الإسكوريال، وهي معناها تقريبا معناها موجودة في كأنها في مكان محايد، معنى ذلك لا نصل إليها. لا معناها عندي شخصيا لابن عمران نصان من أرسلتهم إلي صديقة زميلة إسبانية، صورتهما وأرسلتهما إلي لابن عمران من الإسكوريال. لكن معناها هذا مجال ينبغي أن نهتم به، وأن تذهب بعثة إلى الإسكوريال وأن تنظر فيما يوجد من تراث تونسي هناك للاهتمام به، وهذا ما لم نقم به بعد. وشكرا. Merci, Ibrahim. Je voulais juste dire à Khaled, ta question est très, très importante. Et je vais te dire pourquoi. Parce que nous, et après je te donne la parole, parce que nous, quand on parle de Morisque, des Andalous, des Européens, on a l'impression que tout le monde connaît cette histoire, mais ce n'est pas vrai. Tout le monde ne la connaît pas. Et c'est pour ça qu'elle est très intéressante. Et j'aimerais d'ailleurs, et là, j'attire mon attention, pourquoi je ne donnerais pas une conférence sur les Maurices, ma spécialité? J'ai l'impression que tout le monde connaît, que je vais répéter, parce qu'on a toujours travaillé à partir d'un. Mais c'est une très bonne question. Inch'Allah, on fera une très bonne conférence ici sur les Morisques, avant d'arriver, pour savoir pourquoi ils sont arrivés, parce qu'on parle beaucoup d'héritage, on parle beaucoup des venus, ce qu'ils ont fait. Mais qui sont-ils, ces gens-là? D'où est-ce qu'ils viennent? Pourquoi ils ont construit autant? Pourquoi ils ont fait autant en Tunisie et pas en Algérie et au Maroc? Et là, j'ai l'impression que tout le monde connaît. C'est bête, c'est vrai, Ahmed, on ne se rend pas compte. Et quand on fait des colloques, c'est toujours des spécialistes. Mais on devrait vraiment faire des choses différentes à Beit El Hikma. Et c'est pour ça que je te dis, c'est une très, très bonne question. Et je te remercie. Je passe la parole. Bien sûr. Donc, pour continuer sur cette histoire des Morisques, les Morisques n'ont pas choisi de venir ici. C'est un transfert de population, une expulsion forcée, et on la voit actuellement ces 2 dernières années. Donc, c'était une population qui a été hispanisée, se considérait comme espagnole, qui pratiquait le christianisme, etc. Mais voilà, ils n'avaient pas le choix de venir pour s'installer en Tunisie ou au Maghreb. Voilà, donc la question sur Vauban également. Et effectivement, Vauban, c'est le XVIIe siècle, mais il a travaillé d'après les techniques élaborées au fin 15e et 16e siècle avec des ingénieurs italiens. Et l'Italie, à l'époque, faisait partie de l'empire de Charles Quint et de Philippe II. Donc, les Italiens, les Espagnols, et puis l'ouverture sur les Français. Et parmi ceux qui ont travaillé sur les fortifications zigzag étoilées, il y a même Da Vinci, donc Leonardo da Vinci. Donc, ce café Vauban, il a créé des systèmes élaborés à La Rochelle, etc. Donc, vous avez bien vu, c'est ça. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, non. Est-ce que les Italiens se sont inspirés? Enfin, bien sûr, mais pas dans les fortifications. Il n'y avait pas lorsque les Arabes étaient en Sicile, il n'y avait pas les canons. Là, c'est en rapport avec l'artillerie. Je suis obligée d'interrompre. Excusez-moi, on continuera la discussion au café. Il est trop tard.
Merci à vous tous pour votre attention. Merci aux conférenciers. On est au café maintenant. Café. Posez des questions là-bas. وزارة شو اسمه يا خالد